Merci Julien, quelle introduction. Effectivement, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par Jellyfish sur la collecte du consentement et notamment son optimisation pour permettre l'utilisation de données first party dans l'idée d'un marketing data-driven. Je m'appelle Adrien Hugues Corda, je suis Data Protection Officer chez Jellyfish, je suis donc en charge de notre conformité interne sur tous les aspects liés au respect de la vie privée. Et d'autre part, de conseiller nos équipes opérationnelles sur la façon de mieux accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné par Per-Yann, que je vais laisser se présenter tout de suite. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très rapidement, effectivement, Per-Yann, Senior Manager côté de Jellyfish, donc en charge de superviser notamment tout ce qui va porter sur les travaux de la capacité analytics et optimisation. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec Adrien sur le produit qu'on vous présentera en temps 2, les produits qu'on vous présentera en temps 2, que sont Cookie Lab et Consent Lab. Et je te rends la main, Adrien. Super, merci beaucoup. Effectivement, alors moi je vais commencer par vous parler un petit peu tout simplement du contexte de ce qu'est la privacy, pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui. Et on va d'ailleurs commencer par vraiment reprendre le contexte de manière très globale et très simple. Pourquoi est-ce qu'on parle du respect de la vie privée? C'est tout simplement le pendant de cette espèce d'hyperconnexion, digitalisation aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, les utilisateurs, donc les consommateurs, ont multiplié le temps passé en ligne par 4. Ça paraît évident, ça s'explique par l'utilisation des smartphones, des télés connectées, des consoles de jeux connectées. Il y a de plus en plus d'écrans qui permettent d'être en ligne et de se balader tout simplement sur des sites, des réseaux sociaux, etc. Et en fait, cette hyperconnexion, cette navigation constante va laisser beaucoup de données en ligne, beaucoup de traces qui vont permettre aux acteurs du digital, du numérique, de reconstruire des identités numériques. Alors ça, de manière générale, c'est à la fois intéressant pour les annonceurs pour faire de la publicité et c'est intéressant pour les utilisateurs pour permettre une personnalisation beaucoup plus forte des contenus et de l'expérience de navigation. Mais pour autant, aujourd'hui, ça ne répond pas nécessairement dans la façon dont ces données sont traitées par les acteurs du digital aux attentes des utilisateurs en termes de respect de leur vie privée. Ils ont généralement l'impression que tout est fait sans vraiment transparence, qu'on va exploiter leurs données sans consentement, qu'on va les partager, les interconnecter. Et du coup, tout simplement, les utilisateurs ont un besoin d'information et de respect de leur vie privée beaucoup plus important aujourd'hui, dû justement à cette hyperconnexion. Et face à ça, on a forcément des enjeux et des besoins multiples qui sont apportés par un certain nombre de leviers dont je vais parler juste après, afin de concilier justement la personnalisation de l'expérience, comme je le disais, les performances business, donc forcément le retour sur investissement pour les annonceurs, et la privacy, donc le respect de la vie privée des utilisateurs. Du coup, on a d'une part des obligations réglementaires et d'autre part des solutions entre guillemets privacy friendly qui sont créées par notre industrie, par les leaders de notre industrie et qui d'ailleurs vont parfois au-delà des obligations réglementaires comme on va le voir tout de suite. Alors, je vais vous parler de 3 leviers très rapidement qui impactent aujourd'hui la collecte de la donnée et qui sont les 3 leviers vraiment de privacy qui paraissent évidents mais qui sont très importants à comprendre, qui sont d'une part les attentes des utilisateurs, comme on vient de le voir, pardon, et ça se traduit notamment par une utilisation accrue ces dernières années de technologies d'extension, par exemple sur les navigateurs comme des ad blockers. Des ad blockers où il y a d'autres extensions qui sont encore plus complexes que ça, qui vont en fait créer de la fraude publicitaire, qui vont simuler des clics, etc., pour vraiment brouiller les pistes en termes de personnalisation du contenu et en termes de ciblage et de segmentation. On a d'autre part des obligations légales et réglementaires. En France, on a la loi informatique et liberté, qui est le pendant d'une part du RGPD, mais aussi de la directive e-privacy, et notamment l'article 82, qui est très important pour le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est l'article qui oblige les annonceurs, enfin les entreprises de manière générale d'ailleurs, à obtenir un consentement des utilisateurs avant l'utilisation des cookies et des autres traceurs. Et enfin, on a les lignes directrices de la CNIL qui sont évidemment au centre de l'actualité aujourd'hui, puisque la dernière version de ces lignes directrices qui portent justement sur les traceurs, y compris les cookies, entre en application au 1er avril, donc c'est-à-dire à la fin du mois, dans une quinzaine de jours. Et enfin, on a des évolutions techniques qui vont impacter de manière très très forte les capacités de tracking d'une part et d'activation d'autre part des acteurs sur le domaine du digital, et qui sont d'une part dues justement aux pressions, dues aux obligations réglementaires sur ces acteurs-là, mais d'autre part qui sont parfois tout simplement des choix stratégiques
d'entreprises comme Apple, Firefox ou Mozilla plutôt, pardon, et Google, qui vont leur permettre d'une part d'améliorer les capacités et les outils qu'ils vont proposer, et d'autre part d'utiliser la privacy comme un argument commercial auprès des consommateurs. On va parler tout de suite, tout simplement, du consentement. On va prendre vraiment la base de la base. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Le consentement, c'est une base légale. Une base légale, comme son nom l'indique, c'est fondamental. C'est-à-dire que sans base légale, on n'a pas le droit de traiter les données des utilisateurs. Alors évidemment, il y a plusieurs bases légales à l'aune du RGPD, mais le consentement, c'est celle qui nous intéresse le plus, tout simplement parce que c'est celle qui va s'appliquer au marketing digital et à la publicité ciblée, à l'utilisation des traceurs, comme j'en parlais. Et ça, ce n'est pas uniquement dû au RGPD, c'est dû aussi à la loi informatique et liberté, qui va, comme je le disais un petit peu plus tôt, obliger les annonceurs et les éditeurs de sites à obtenir un consentement avant l'utilisation de cookies, sauf dans certains cas très particuliers dont on va parler un petit peu après. Mais du coup, le consentement, c'est une base légale. Et à quoi ça ressemble un consentement? Un consentement, c'est une manifestation de volonté de l'utilisateur qui est libre, spécifique, éclairée et univoque. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes d'obligation? Libre, spécifique, éclairé et univoque, ça signifie d'une part que l'utilisateur doit être en mesure de refuser et ou de retirer son consentement à tout moment et sans subir de préjudice, puisqu'évidemment, si jamais on a un préjudice, si jamais on refuse les cookies par exemple, on va considérer que le consentement n'est pas libre puisqu'on a l'obligation de donner son consentement pour ne pas subir de préjudice. Et ensuite, ça doit être spécifique. Donc ça, c'est pour le coup, tout le reste provient des lignes directrices de la CNIL. La partie sur la spécificité provient de la recommandation. La différence, c'est tout simplement que les lignes directrices sont beaucoup plus contraignantes que les recommandations, mais dans tous les cas, il vaut mieux respecter évidemment la volonté de la CNIL si on veut ne pas avoir de problème. Et donc la spécificité, ça signifie qu'il doit être possible de donner son consentement ou de retirer son consentement de manière indépendante pour chaque finalité pour lesquelles on va utiliser par exemple des cookies. Il doit être également éclairé, c'est-à-dire que tout simplement les utilisateurs doivent savoir pour quelle c'est extrêmement important, d'une part d'un point de vue licéité, mais d'autre part d'un point de vue tout simplement business, comme on va en parler juste après, et il doit être également univoque. Et ça, c'est peut-être ce qui vient impacter le plus fortement les pratiques en termes de sites internet et de plateformes. C'est que par exemple, la navigation sur un site web, ce n'est pas considéré comme un consentement valable. Le fait de scroller ou de continuer à cliquer, etc., ce n'est pas un consentement valable. Sur la partie refus des traceurs, ce que nous dit la CNIL, c'est que puisque finalement il faut un acte, une manifestation vraiment univoque de volonté pour considérer qu'on a un consentement, ça signifie logiquement que si on a un silence, on a un refus. Donc si on ferme sa CMP, tout simplement, c'est considéré comme un refus de consentement. Et ensuite, le fait de refuser doit présenter le même degré de simplicité que le fait d'accepter. Et c'est pour ça que, par exemple, dans beaucoup de présentations aujourd'hui, vous allez voir cette petite image qui se trouve à droite, qui sort également de la recommandation de la CNIL, qui va vous dire que si jamais vous avez un bouton tout accepter, c'est tout à fait possible. C'est pas recommandé encore une fois, puisque, ou plutôt, ça peut être fait tant qu'il est possible d'avoir ce consentement de manière spécifique pour chaque finalité distincte. Mais à partir du moment où on va avoir ce bouton tout accepter, la CNIL nous rappelle qu'il nous faut une sorte de parallélisme avec la possibilité de refuser. Donc si on a tout accepté, il nous faut tout refuser. Et enfin, la dernière obligation qui est un petit peu plus technique, qui va moins toucher les utilisateurs, mais qui est extrêmement importante pour tout simplement le business des annonceurs et des éditeurs de sites, c'est qu'il doit être possible de prouver un recueil valable du consentement. Et ça, c'est techniquement quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, on a compris quelles étaient les obligations, mais maintenant, quels sont les enjeux? Alors, le premier enjeu, il est double. C'est en fait cette transparence et cette confiance des utilisateurs qui vont être au service de la marque. D'une part, aujourd'hui, on sait tous, et toutes d'ailleurs, que le respect de la vie privée, c'est plus simplement des best practices. Aujourd'hui, c'est une exigence de la part des consommateurs et c'est un argument commercial extrêmement fort et un vecteur de fidélisation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, notamment Apple par exemple, qui utilisent la protection de la vie privée comme un argument majeur dans leur stratégie. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on voit de la part de Google dans les dernières annonces qui ont été faites sur la façon dont allaient fonctionner les plateformes de publicité suite, par exemple, à la déperdition des cookies tiers sur Chrome.
L'interface de recueil du consentement, donc la CMP, c'est quasiment à chaque fois la première étape à laquelle un utilisateur est confronté. C'est la première chose que je vais voir, la première interface qui va me sauter au visage quand je vais arriver sur un site. Et donc, forcément, c'est extrêmement important, d'une part, bon, d'un point de vue légal, on a l'obligation d'obtenir le consentement et du coup, il nous faut cette CMP, mais d'autre part, c'est extrêmement important d'un point de vue interface utilisateur, d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue transparence. Parce que finalement, ce qui gêne les utilisateurs aujourd'hui et qui fait qu'on a cette espèce de mécontentement et de manque de confiance envers la publicité ciblée, c'est le fait que ce soit vraiment invasif et qu'on ait ce manque de transparence et qu'on ne sache pas ce qui va être fait de nos données. Et du coup, la CMP, qui va nous permettre de recueillir le consentement, c'est également un vecteur très important pour pouvoir assurer une sorte de transparence et de confiance envers les utilisateurs qui finalement sont tout à fait capables de vous dire oui, j'aime votre marque, j'aime vos produits, ça ne me dérange absolument pas d'avoir des informations ou des notifications, même en ligne, une fois que voilà, il y a des nouveaux produits qui peuvent m'intéresser. Et ensuite, d'un point de vue purement business, pourquoi est-ce que c'est important, ce consentement? C'est tout simplement parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est la racine, c'est une base légale, donc c'est vraiment la racine du marketing data-driven, c'est-à-dire que sans consentement, on ne peut rien faire, ou presque, avec la donnée first party. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus crucial aujourd'hui, quand on prend en compte justement les évolutions des navigateurs, notamment, ou les évolutions d'iOS, qui vont rendre le consentement plus compliqué à obtenir, et d'autre part, les données tierces, donc third party, beaucoup moins capable en termes de tracking, d'analyse, etc. Donc en fait, la donnée first party est plus importante que jamais pour pouvoir continuer à faire du marketing data-driven. Donc ici, on a un petit graphe qui est extrêmement simple. J'ai mon utilisatrice qui va être soumise à une interface de consentement. Soit elle consent, à ce moment-là, je peux faire de la mesure d'audience, potentiellement de la segmentation et de l'activation média derrière en fonction des finalités auxquelles mon utilisatrice a consenti. Et par contre, si elle refuse tout simplement de me donner son consentement pour l'utilisation de traceurs, je vais potentiellement pouvoir faire de la mesure d'audience dans certaines conditions telles que définies par la CNIL, parce qu'il y a certaines solutions de mesure d'audience qui ne sont pas soumises au consentement. Par contre, tout ce qui est segmentation et activation, on peut oublier. Tout ce qui est soumis au consentement, c'est perdu, c'est de la donnée qui ne sera pas utilisable. C'est pourquoi il est primordial pour les éditeurs de sites et pour les annonceurs de s'assurer que leur CMP soit la plus adaptée possible au contexte de leur site et que ce soit quelque chose vraiment de compatible avec l'expérience des utilisateurs qu'on essaye en fait de leur offrir tout simplement pour améliorer d'une part le consentement et d'autre part la licéité de tout ce qui va arriver derrière, la segmentation, l'activation, etc. Ariane, c'est à toi. On a une première question, peut-être que tu peux y répondre dès maintenant avant qu'on attaque la deuxième partie. Oui, mais je peux regarder. Alors, peut-on mettre en place... Ah ben, vas-y. Est-ce qu'on m'entend bien? Je suis désolé, j'ai eu un petit micro qui s'est débranché. On m'entend toujours? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, peut-on mettre en place une popine avec, au lieu de tout refuser, un lien passé sans consentir, mais non situé au même niveau que le tout accepté? Voilà. Alors là, d'une part, on va rentrer dans le conseil juridique, et ça, j'ai absolument pas le droit de rentrer là-dedans. Je suis pas avocat, Jelly Fish n'est pas un cabinet d'avocats, donc on risque de partir un petit peu trop en profondeur là-dedans. Et puis ensuite, c'est quand même un cas très particulier. Une popine avec, au lieu de tout refuser, un lien passé sans consentir, mais non situé au même niveau que le tout accepté. Là, il faudra de toute façon valider ça en interne avec votre service DPO, votre service juridique, mais à mon sens, le côté non situé au même niveau, c'est ça qui risque de poser problème, encore une fois, parce qu'on parle de parallélisme des capacités d'acceptation et de refus. Mais bon, encore une fois, c'est quelque chose à voir en interne de votre côté. Effectivement, là-dessus, pour compléter ce que tu viens de dire, Adrien, il y a deux choses. La première, c'est effectivement, idéalement, d'avoir un design et un alignement des CTA proposés. Et la deuxième chose, et ça je pense que vous l'avez tous en tête, c'est bien évidemment, il faut que la capacité de refus soit aussi simple d'accès que la capacité d'acceptation. Donc typiquement, si on est sur un clic pour tout accepter, il faut absolument qu'on soit sur un clic pour tout refuser. Alors, on a une autre question de Laurent, peut-être que je peux te laisser la prendre. Oui, alors ça, c'est plus facile à répondre et c'est moins risqué en termes de conseils juridiques. Qu'en est-il de l'intérêt légitime? Beaucoup d'acteurs utilisent ce procédé avec une opt-in par défaut. Alors, l'intérêt légitime, c'est une autre des bases légales à l'aune du RGPD dont je parlais. Et effectivement, il y a des acteurs qui peuvent considérer que l'utilisation de la donnée personnelle va relever de leur intérêt légitime. C'est-à-dire que bon, il y a un certain nombre d'obligations quand on décide de se baser sur l'intérêt légitime, évidemment. Il faut faire notamment une évaluation pour vérifier qu'on ne va pas vraiment à l'encontre des droits et libertés des individus. Mais c'est une autre base légale qui
permet en quelque sorte de se passer du consentement si on n'a pas envie de demander le consentement des utilisateurs. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, il faut que ce soit évidemment comment dire, cohérent avec l'utilisation des données derrière. Mais par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que l'intérêt légitime, c'est RGPD. Le consentement pour les cookies, c'est e-privacy. C'est deux textes différents et l'intérêt légitime n'est pas compatible avec l'utilisation des cookies et des traceurs. Ce n'est pas une base légale qui permet de déposer des cookies, par exemple, ou d'en lire. Donc, dans tous les cas, il va être nécessaire d'obtenir un consentement sur la partie cookie. Après, sur la partie utilisation des données qui suivent la collecte des cookies, une fois qu'on a le consentement, ça effectivement, je vais dire les annonceurs, mais pas que les annonceurs, parce que j'imagine que si vous posez cette question-là, c'est par exemple que vous pensez aux interfaces de type Transparency and Consent Framework de l'IAB, qui vont effectivement avoir un certain nombre, je crois qu'il y a 13 finalités, quelque chose comme ça, avec soit le consentement, soit l'intérêt légitime. Ça, chaque acteur est libre de considérer soit que l'utilisation des données relève du consentement et que du coup, ils ont forcément besoin du consentement de l'utilisateur, ou que ça relève de l'intérêt légitime. Et dans ce cas-là, l'utilisateur a la possibilité, enfin doit avoir la possibilité de s'opposer à l'utilisation de ces données sous couvert de l'intérêt légitime de cette entreprise-là. Ça, c'est vraiment à chaque acteur de gérer sa propre conformité là-dessus. Ok, merci. On se lance sur la deuxième partie, la partie solution use case cookie lab consent lab. Et donc, je vais vous présenter sur les 15 minutes qui vont nous rester les objectifs, les enjeux, les méthodes bien évidemment d'implémentation de ces outils et les bénéfices qu'on en tire aujourd'hui. Pour commencer, une product overview Cookie Lab. On commence par Cookie Lab. Cookie Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une CMP, donc un module de recueil justement du consentement utilisateur, qui va permettre aux responsables de traitement de se mettre en conformité avec RGPD et avec la loi informatique et liberté. Très concrètement, le produit, il permet effectivement l'affichage d'un bandeau ou d'une popine de recueil de consentement, l'affichage d'une popine de paramétrage des tags et cookies par grande famille, et on reviendra un petit peu plus tard sur la notion de famille, la redirection bien évidemment vers une page gestion de cookies avec la possibilité côté utilisateur de changer, de revenir sur son consentement préalable. Et dernier élément, et pas des moindres, effectivement, le stockage du consentement comme évoqué par Adrien précédemment. Un élément hyper important à garder en tête, effectivement, concernant Cookie Lab, c'est que le produit requiert l'utilisation d'un outil de gestion de tag, d'un TMS, typiquement un Google Tag Manager pour ne citer que. Pourquoi? Parce que Cookie Lab va être intégré justement à ce TMS-là et va contrôler le déclenchement des tags présents au sein du TMS en fonction du recueil préalable du consentement utilisateur. De notre point de vue, de notre côté de Jellyfish, on estime que c'est une grosse plus-value. Pourquoi? Pour plusieurs choses, tout simplement parce que ça ne demande pas d'étoffer votre stack outil. On repose sur l'existant et on sait qu'aujourd'hui, une des grosses problématiques qu'on a côté annonceur, c'est justement cette rationalisation du stack outil. On va éviter de démultiplier les outils et d'en superposer les uns sur les autres. Premier élément, on se repose sur l'existant, sur votre TMS et on n'enrichit pas votre stack outil. Deuxième élément, bien évidemment, tout est centralisé justement au sein de ce TMS-là. Et les deux éléments restants qui sont pas des moindres, qui sont hyper importants aussi. Le premier, vous avez 100% la main sur la gestion des règles de déclenchement. Pourquoi? Parce que vous pouvez accéder à votre TMS et modifier directement tag par tag les règles de déclenchement que vous voulez voir entrer en vigueur. Et la deuxième chose, vous avez de la même manière 100% la main sur la personnalisation de votre CMP, et on y reviendra, c'est super important. Pourquoi? Parce que le CSS de votre CMP est directement accessible et donc directement modifiable depuis votre TMS, comme évoqué précédemment. Si on base sur la slide qui suit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a un schéma fonctionnel.
Techniquement, le process, il est assez simple côté Cookie Lab. Cookie Lab va recueillir le consentement utilisateur à l'arrivée sur site. Il va envoyer les informations et les choix de consentement côté TMS, donc opt-in ou opt-out par catégorie. Les tags qui sont présents au sein de votre TMS et qui sont liés à une règle de déclenchement vont être activés ou non, justement en fonction de ce consentement ou refus utilisateur. Et à côté de ça, Cookie Lab va stocker de la même manière dans un cookie les préférences utilisateurs de consentement pour qu'en cas de revisite utilisateur, la CMP ne soit pas raffiché. S'il s'avère qu'on a un consentement utilisateur, on ne va pas rafficher la CMP sur les 6 ou 13 mois glissants qui vont suivre le premier consentement, comme demandé par la CNIL. Et à contrario, par contre, si on a un refus, là, pour le coup, on pourra rafficher la CMP pour, idéalement, obtenir le consentement. Comme évoqué par Adrien, pour le respect des recommandations de la CNIL qui vont porter sur la notion de consentement, donc libre, éclairé, spécifique et univoque, le respect du choix des utilisateurs, bien évidemment, il est essentiel. Notre recommandation là-dessus, elle est assez simple. C'est qu'à l'apparition de votre CMP, à l'arrivée sur site de votre utilisateur, de votre néo-utilisateur, on est à minima 3 CTA qui s'affichent et un lien. 3 CTA, le premier, effectivement, le CTA de refus. Si on est sur un clic refus, alors on refuse le lancement des cookies. Autorisation des cookies, si on est sur un clic autorisé, dans ce cas-là, tous les cookies, donc fonctionnels, de mesure, publicitaires et techniques vont être lancés. Troisième CTA, le paramétrage des cookies. Donc, au clic là-dessus de l'utilisateur, on va avoir une pop-in qui va s'ouvrir et il va pouvoir, par défaut, on sera bien évidemment sur un opt-out, sur des cases décochées, mais il va pouvoir cocher et sélectionner les catégories, les familles de tags qui veut voir être lancées. Et quatrième élément, bien évidemment, le privacy link, donc le lien d'accès aux règles de privacy pour lui permettre d'en savoir plus, notamment sur l'utilisation des traceurs. L'implémentation, assez simple, on est sur 4 étapes clés, là aussi de paramétrage de Cookie Lab. Le premier élément, la première étape, ça va être bien évidemment le design de votre CMP, la validation des wordings. Deuxième étape, classification par grande famille, comme on l'évoquait à l'instant, catégorisation des tags. Troisième élément, justement, la configuration. Une fois que les grandes familles ont été définies, on va créer des règles de déclenchement qui vont être propres à ces familles-là. Et c'est en étape 4 qu'on va pouvoir mettre en prod, suivre et optimiser votre CMP. Bien évidemment, donc Cookie Lab a été implémenté aujourd'hui pour plusieurs dizaines même de responsables de traitement, chacun avec son format de CMP. On est conscient qu'il y a une multitude de formats CMP, on va avoir des bannières haut de page, des bannières bas de page, des bannières avec sans fond, des pop-ins, etc., etc. De la même manière, on va avoir une multitude de parcours utilisateurs qui va dépendre notamment du moment de vie utilisateur, ce qu'on appelle le moment de vie. Donc, ça va dépendre de sa source de trafic, de sa catégorie d'appareil, etc., etc. La question qui devient centrale, c'est effectivement, et si j'étais data-driven, autrement dit, et si je suivais les performances de ma CMP en fonction des éléments qu'on vient de lister, en fonction des parcours qu'on vient de lister, l'objectif étant, bien évidemment, première chose, de clarifier le message, et deuxième chose, d'optimiser ce qu'on va appeler le taux de consentement ou le consent rate. Et c'est justement là-dessus qu'on va enchaîner sur la deuxième partie, Consent Lab. Consent Lab, pour le coup, qu'est-ce que c'est? C'est une feature qui va être intégrée à Cookie Lab. Et cette feature-là, elle permet de répondre à plusieurs enjeux qui sont majeurs. Le premier, c'est effectivement l'évolution de la réglementation. Adrien l'a évoqué en début d'atelier. Le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement. Donc, Consent Lab va permettre de répondre à cette problématique-là. Elle va permettre, dans le même temps, de calculer le taux de consentement et donc de chiffrer le trafic
non traqués. On sait que c'est un énorme enjeu et c'est une grosse problématique, notamment côté marketing et produit, d'avoir de la visibilité sur le trafic, entre guillemets, perdu, le trafic non traqué. Et de la même manière, ça va nous permettre, Consent Lab, d'analyser la donnée qui a été collectée et à terme, bien évidemment, c'est là qu'est l'objectif, c'est là qu'est le but du jeu de notre côté, l'enjeu final, l'optimisation de la CMP et l'optimisation du consent rate. Consent Lab, pour résumer, répond à deux enjeux, à deux besoins. Le premier, ça va être un besoin légal et réglementaire, quand le deuxième va être un enjeu marketing. Si tu passes sur la partie schéma, merci beaucoup. Là aussi, le mode de fonctionnement est assez simple. À l'arrivée sur le site de l'utilisateur, on va avoir un premier hit qui va être envoyé, un hit d'impression de la CMP, à l'affichage de la CMP. On envoie un premier hit d'impression et c'est à l'interaction de l'utilisateur avec la CMP justement qu'on va envoyer un deuxième hit. Celui-ci, ça va être le hit qu'on va appeler le hit de consentement. Et c'est ce deuxième hit, justement, qui va comporter en son sein les informations de consent ou de refus de l'utilisateur. Ces deux hits-là, on va les stocker sur un storage. Là, on a pris l'exemple d'un storage Google, d'un GCP, et c'est justement via la comparaison de ces deux storages, de ces deux folders plutôt, le folder de consentement et le folder d'impression, que Consent Lab va vous permettre de, calculer le consent rate, donc le taux de consentement utilisateur, de conserver la preuve de consentement. Et donc, on en revient à notre dualité d'objectifs, légal et marketing. Les valeurs, peut-être très rapidement, les valeurs qu'on veut transmettre via Cookie Lab et via Consent Lab, elles sont assez simples. La première, ça va être la tech appropriation, c'est un de nos gros enjeux en ce moment. Onboarder nos partenaires justement sur ces enjeux de storage et de data collection. Deuxième enjeu, deuxième valeur qu'on veut faire passer côté partenaire, c'est bien évidemment le data ownership. La donnée, elle est storée côté client et c'est important que le partenaire, le responsable de traitement ait la main sur sa donnée. Et le troisième élément, c'est bien évidemment tirer parti de la donnée. Une fois que la donnée est collectée, comment est-ce que j'en tire parti et comment est-ce que je la mets à profit. Consent Lab a été tu peux revenir peut-être sur la slide précédente, yes, merci. Consent Lab a été pensé analysis by design, ce qui signifie que la data nécessaire justement pour optimiser votre CMP, elle va être collectée. Qu'est-ce que j'entends par data nécessaire? J'entends la data qui va être disponible dans votre navigateur par défaut, telle que la catégorie d'appareil pour pouvoir différencier les performances mobile, desktop, tablette. Premier élément. Deuxième élément, le référeur, donc la provenance de votre utilisateur pour pouvoir différencier les performances, notamment en fonction des sources et des supports. Donc, on va être en capacité de reconstruire ça et d'optimiser à terme votre CMP en fonction de ce critère-là. Et donc, cette data, une fois qu'elle est collectée, elle est traitée pour de l'analyse et de l'activation. De l'analyse, c'est notamment le rapport Google Data Studio que vous avez sous les yeux et qui vous permet notamment de voir via le line chart l'évolution du taux de consentement, via les bar charts, le taux de consentement par device, par source ou par médium. Première chose, analyse. Et deuxième chose, bien évidemment, activation, notamment via un Google Optimize, donc pour tout ce qui va porter sur des campagnes d'A/B test et de personnalisation. Justement, sur cette question A/B, optimisation, le champ des possibles, hein, une fois que Cookie Lab, Consent Lab sont implémentés et que la data est à disposition, se pose la question du champ des possibles. Donc, quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer pour optimiser mon taux de consentement? Il y a plusieurs éléments. Le premier, ça va être bien évidemment le format. On aura le titre,
on aura le wording, on aura les CTA, tant en termes design qu'en termes de wording là aussi, et bien évidemment de manière plus large, le design de votre CMP qui va pouvoir être optimisé. On attaque la dernière ligne droite, et tant mieux parce qu'il y a 34, une étude de cas. Donc, en termes de contexte et d'introduction, très rapidement, on est sur un client de tourisme, Jellyfish, un client de Jellyfish Tourisme. On est sur un AB qui a tourné pendant tout le mois de janvier, avec donc un volume et une confiance statistique, une représentativité statistique nécessaire pour vous afficher ces taux-là. Et ce qu'on voit, donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que au niveau des devices, on est sur des taux qui sont relativement similaires pour le format Pop-in. On est sur 2/3 des utilisateurs qui vont donner leur consentement, donc ils vont donner leur go pour le lancement des tags. Quand sur le format bannière, on a là une plus grosse disparité. On a un plus gros écart entre desktop tablette qui vont bien performer et par contre le mobile qui performera moins. On sera à peine plus d'un utilisateur sur 2 qui donnera son accord. Dans l'ensemble, de manière globale, on observe un meilleur taux de consentement pour les bannières sur desktop et sur tablette quand on aura un taux de consentement plus fort mobile sur le format Pop-in. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, sur la source de trafic, là aussi, super intéressant. On voit qu'on a globalement de meilleurs taux de consentement sur la partie organique et sur la partie referral, le trafic organique et le referral. Et à côté de ça, par contre, on a des taux plus faibles pour tout ce qui va être notamment activation média, donc de type display, de type CPC, de type social. On le sait, ces activations-là, c'est généralement celles qui coûtent le plus cher. Donc c'est de notre point de vue, hyper important d'avoir une CMP qui vous permet de suivre le volume d'utilisateurs réels rapportés par ces sources, donc non pas uniquement ceux qui ont consenti, mais la totalité d'entre eux. On sait historiquement qu'on a souvent un gros delta entre notamment les volumes de clics qu'on peut remonter côté publisher et les volumes de visites qu'on aura côté web, outils de web analyse. Sans pouvoir l'expliquer, on met souvent le doigt sur des problématiques de tracking, des problématiques de redirection, et j'en passe, et des meilleurs. Le fait de disposer d'une CMP qui vous permet justement de suivre le volume d'utilisateurs rapporté par cette source ou ce médium-là est une première réponse. Et dernier élément, super important de le garder en tête, je l'ai dit en introduction, on est sur un client de tourisme. On sait que la période, la conjoncture qu'on traverse n'est pas la plus propice, d'autant plus qu'on était en janvier, donc c'est peut-être pas le moment où on va tout de suite rebooker nos vacances, quoique. C'est pas la période la plus propice pour ce type de business, donc on en revient à notre idée de départ, qui est de se dire, restons data-driven, procédons en ce qu'on appelle en amélioration continue, donc on continue de collecter, on continue d'analyser, et surtout on continue d'optimiser notre CMP en fonction des journées, en fonction des parcours utilisateurs. Dernière slide, dernier élément, notamment sur les prochaines étapes, donc assez simple, là aussi on est sur un stepping en 5 phases. La première phase, ça va être bien évidemment la recommandation d'implémentation. Si aujourd'hui vous n'avez pas de CMP, je vous invite à implémenter une, quelle qu'elle soit, idéalement Quickilab Consent Lab, mais quelle qu'elle soit, auquel cas à partir de début avril, vous vous retrouverez dans une situation plus compliquée. La deuxième étape, analyse, troisième, optimisation. S'ensuit la personnalisation, et bien évidemment en étape 5, comme je le disais, l'amélioration continue. Et ce que vous avez sur la droite, c'est des éléments plus de mindset qu'on pousse à nos partenaires, quels qu'ils soient, clients comme partenaires, publishers notamment. Le premier, c'est effectivement le test and learn, amélioration continue. On a déjà mis le doigt dessus plusieurs fois lors de cet atelier. C'est pas la peine de revenir dessus. Et le deuxième, c'est effectivement de se dire que les data is not a drama. Ça paraît un petit peu pompeux, mais c'est important de le rappeler. On sait qu'un outil de web, par défaut, c'est un outil de tendance. C'est pas un outil à partir duquel vous pourrez gérer votre comptabilité business. Donc, partant de ce principe-là, qu'un outil de web est un outil de tendance, on sait
on en aura naturellement, parce que c'est vers là que va le marché, vers là que tend le marché, on en aura naturellement un petit peu moins de data. L'objectif, ça va être de tirer parti de ce moins de data qu'on a à disposition pour faire les choses de manière toujours aussi fine et aussi efficace. Ouais, et On à a... ça, si je peux, Vas-y, pardon, vas-y, si je peux rajouter bien sûr. quelque chose, je prends toujours cet exemple qui est celui de l'emailing marketing, qui avait pris une énorme claque en mai 2018 lorsque le RGPD est rentré en application, puisque soudainement on a eu des gens qui sont désinscrits dans tous les sens, et jusque-là, vraiment la métrique clé, le KPI absolu, c'était combien de personnes j'ai en base. Et en fait, on avait des taux d'ouverture complètement ridicules avec des 0,002% d'ouverture de mails. Donc, on balançait des bouteilles à la mer dans tous les sens et finalement, personne ne lisait ce qui se passait voilà, dans les campagnes marketing et on n'avait aucune capacité vraiment d'analyse puisqu'en fait, c'était noyé sous le bruit. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que finalement, les personnes qui se désinscrivaient, de toute façon, c'était des personnes qui n'étaient pas intéressées. Les personnes qui restaient, celles qui donnaient vraiment leur consentement pour le marketing, c'était en fait le cœur de cible, les personnes qui étaient vraiment intéressées par les produits, par la marque. Et c'était à partir de ces données-là, qui étaient en fait moins importantes en termes de nombre, qu'on allait avoir la capacité de faire des analyses plus fines, d'une part, et plus pertinentes, d'autre part, tout en limitant les coûts en plus sur la partie, tout simplement campagne, puisqu'on avait moins de personnes à arroser dans tous les sens lors des campagnes marketing. Voilà, merci. On a fait le tour du document, on a Ouais, plusieurs questions. ouais. Si tu veux, je te les lis. Alors, il y en a une dans laquelle je pense que tu vas pouvoir répondre assez vite. Donner la possibilité à l'utilisateur de changer d'avis, donc de revenir sur son consentement, est-ce obligatoire? Ouais, absolument. Ça, c'est un des principes clés du consentement, c'est que si on n'a pas la possibilité de retirer son consentement, c'est que c'est pas un consentement. Donc, le principe qui est dans le RGPD, qui est dans la loi française, c'est que si un traitement est basé sur le consentement, alors l'utilisateur, la personne concernée, doit avoir la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Ça n'enlève rien à la licéité, donc comment dire, au fait que l'utilisation des données, lorsqu'on avait le consentement, était tout à fait légale. Mais à partir du moment où on n'a plus le consentement, l'utilisateur a le droit de retirer son consentement, et à partir de ce moment-là, on arrête de traiter la donnée. Merci. On a une autre question de Obi. Comment peut-on mesurer le trafic perdu alors que ces utilisateurs ont justement refusé le consentement? Alors celle-ci, pour le coup, je peux la prendre. C'est assez simple en fait. Ce qu'on va faire, c'est simplement que le premier hit, qui est un hit d'impression, il va être envoyé, il ne va pas comporter en son sein d'informations propres à l'utilisateur. D'identifiant propre à l'utilisateur, c'est Et simplement un hit qu'on va stocker sur un storage Google, par exemple, et vas-y, je te passe la main. ouais, c'est au-delà de la partie vraiment données personnelles, comme je le disais, il y a l'utilisation des traceurs d'une part, qui est donc l'article 82 de la loi informatique et liberté, qui nécessite un consentement. Tout simplement, sur le premier hit, on ne lit rien et on ne stocke rien sur le terminal de l'utilisateur. On peut avoir des informations qui sont remontées dans les métadonnées, etc. On peut avoir simplement un compteur qui dit « Ok, j'ai balancé une CMP, j'ai servi une CMP, une interface, voilà, c'est telle version de ma CMP. » Si par exemple, je ne me base pas sur des cookies pour déterminer quelle version de la CMP je vais pouvoir servir à mon utilisateur, et que à côté de ça, je vais remonter simplement l'information en disant voilà, j'ai ma CMP version A, j'ai reçu un clic oui, un clic non, ça ne prend pas d'informations sur le terminal de l'utilisateur et donc ça ne nécessite pas de consentement préalable d'un point de vue e-privacy et donc loi informatique et liberté. Après, évidemment, ça veut dire que c'est des choses auxquelles il faut faire quand même attention parce que dans tous les cas, on peut être tenté d'utiliser, de déposer des cookies, d'utiliser le local storage, des autres solutions comme ça. Tout est soumis aux mêmes règles et à moins qu'on soit dans des cookies qu'on appelle vraiment techniques en quelque sorte, qui sont donc nécessaires à l'aune de la loi informatique et liberté à l'exécution d'un service demandé de manière express par l'utilisateur, ces cookies-là, eux, vont être non soumis au consentement, mais tous les autres vont nécessairement être soumis au consentement. Donc, il faut faire très attention, par exemple, quand on décide de faire de l'A/B testing, etc. Même si, d'une certaine manière, ça semble logique que ça puisse relever de l'intérêt légitime de l'annonceur ou de l'éditeur du site, pour autant, le consentement est nécessaire pour la partie cookie. Donc, il faut bien se poser la bonne question de techniquement, comment est-ce qu'on va implémenter ça pour s'assurer qu'on est carré d'une part d'un point de vue RGPD et d'autre part d'un point de vue cookie. Merci. Il va nous rester deux questions. La première de Oumou. Conserver la valeur de consentement est obligatoire pour chaque utilisateur? Point d'interrogation. Adrien, je te passe la main.
Conserver la valeur du consentement. Alors, Ouais, est-ce obligatoire pour chaque utilisateur? Ouais, alors c'est compliqué. Dans la première version des lignes directrices de la CNIL, c'était vraiment de manière individuelle et c'était comme ça. Sauf que c'était extrêmement compliqué à mettre en place. Et dans la dernière version, il me semble que c'est simplement, on a l'obligation de pouvoir prouver le consentement. Point. Alors, c'est pas forcément de manière individuelle, c'est pas explicite à ce point-là. Pour autant, c'est forcément une best practice, c'est la meilleure façon de le faire, puisque en fait, toute la donnée, à partir du moment où elle est personnelle, elle est liée à un utilisateur, et donc le consentement devrait l'être aussi. Ça va être extrêmement compliqué d'expliquer à la CNIL, ah oui, mais regardez, j'ai une CMP, je vous fais un screenshot, elle est bien ma CMP, et de derrière, pas pouvoir dire à la CNIL, ok, mais je garde une preuve du consentement des utilisateurs. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment libre à chaque responsable de traitement de déterminer où est-ce qu'on met le curseur sur la partie conformité et sur la partie complexité technique pour considérer qu'on est vraiment conforme avec les obligations légales et réglementaires. Et on a une dernière question de Guillaume. Fournissez-vous des informations sur les visiteurs ayant consenti, par exemple, critères sociaux, démos, âge, etc., etc. Alors là-dessus, il y a deux choses. Il faut bien voir effectivement ces deux pans qui sont bien distincts. Le premier, c'est ce qui va être collecté côté Cookie Name Consent Lab. Ce qu'on aura côté Cookie Name Consent Lab, c'est ce qui est disponible par défaut sur votre navigateur. Donc ça va être typiquement, comme je le disais tout à l'heure, le référeur qui va nous permettre de déduire une source de trafic ou un support de trafic. Ça va être la catégorie d'appareil qu'on va là aussi pouvoir définir. Ça va être l'identifiant de votre navigateur, de votre browser, etc. etc. On aura simplement ces informations-là qui vont être disponibles dans Consent Lab. En revanche, si demain vous souhaitez disposer d'infos sur les visiteurs qui ont consenti, type critères sociaux, démos, âge, etc., etc., c'est des infos qui vont être disponibles dans votre outil de web analysis, là, pour le coup. C'est des infos que vous pourrez trouver par défaut. Typiquement, si vous bossez sur un Google Analytics, vous aurez ces infos-là. Étant donné qu'on est sur un utilisateur qui a consenti, c'est de l'info que vous trouverez sur votre outil de web. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'autres questions. Hop, 10h46, on est presque dans les temps. Du coup, la petite minute. Ouais, c'est ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus sur Jellyfish et ou rester à l'affût, parce qu'on a évidemment beaucoup de contenu qui est prévu pour ces prochaines semaines sur la partie privacy et notamment en lien avec la CNIL, mais pas uniquement, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, avec toutes les évolutions liées à l'industrie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. On relaie beaucoup d'informations là-dessus. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine et un bon courage parce que finalement, on n'est que lundi matin. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine.